Le député de l'UDPS, conduit par le député national Serge Mayamba, est allé voir le président du Sénat, Léon Kengoa Dondo, membre du présidium. Mary Robinson, envoyée spéciale de Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac, multiplie des rencontres avec les autorités politiques de la RDC. L'éveil du corps de la ministre provinciale du genre et de l'agriculture de la province du Bandundu, Marie-Léon Dundu, a eu lieu aujourd'hui. Les détails dans ce journal. Antenne A, le journal avec Sylvie Mboula. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus ce soir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'actualité sur Antenne A, direction à la présidence de la République où Mary Robinson, envoyée spéciale dans la région du Grand Lac, a été reçue ce mercredi 4 septembre 2013 par le président de la République, Joseph Kabila. C'est un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Mary Robinson n'était pas seule à franchir le seuil du cabinet de travail du chef de l'État à la Gombe. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies était accompagné d'autres personnalités, notamment Martin Kobler de la MONUSCO, Ruth Feingold des États-Unis dans les Grands Lacs, ainsi que le haut coordinateur de l'Union européenne dans la région de Grands Lacs. Leurs collègues de l'Union africaine a manqué au rendez-vous avec le président Joseph Kabila, mais se retrouveront tous à Kampala où se tient le sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. La délégation a été conduite auprès du président de la République par le vice-ministre des Affaires étrangères Tunda Yakasende. Ils entendent parler d'une seule voix face aux leaders de Grands Lacs, enjoindre le M23 à cesser les hostilités et dire aux pays qui le soutiennent de mettre fin à l'agression contre la RDC. Les envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs sont en route pour Kampala rejoindre les chefs d'État en vue de prendre part, selon l'ancienne présidente de Suède, Mary Robinson, à la conclusion des pourparlers politiques amorcés entre le gouvernement de la RDC et le M23. Mary Robinson voit déjà s'ouvrir une fenêtre pour la paix. Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président Kabila. Nous sommes venus de la communauté internationale avec une voix très claire, une voix que la communauté internationale veut la paix durable pour ce pays et surtout pour la région de l'Est, les Kivu. Et nous savons que nous-mêmes et le président, on va à Kampala pour ce sommet. Après ça, nous allons ensemble à Goma. Et puis, Martin Kobler revient pour les consultations nationales le 7. Mais nous autres, nous allons à Kigali. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes moi-même comme envoyé spécial, le représentant spécial, M. Kobler, puis le représentant des États-Unis, le sénateur Russ Feingold, le représentant de l'Union européenne, Con Verweke. Alors, c'est vraiment la communauté internationale. Il nous manque notre cinquième collègue, qui est ambassadeur Diarra, de l'Union africaine. Il voulait être ici, ce n'était pas possible au dernier moment. Il sera à Kampala, il sera à Goma, il sera à Kigali avec nous. Alors, nous sommes vraiment la communauté internationale. Nous sommes ici pour soutenir le processus de l'accord cadre et nous comprenons les difficultés avec le M23. Et il faut que le M23 cesse ce conflit, tout à fait, permanemment. Et c'est pour ça que je crois que c'est une force que nous sommes ici avec une voix. Nous sommes d'accord l'un avec l'autre. Et je crois que le président a beaucoup parlé avec nous. Nous avons beaucoup d'échanges dans une façon très positive. Et j'ai dit au commencement que l'accord cadre, c'est un accord cadre d'espoir. Je le crois. Et l'envoyé spécial de Ban Ki-moon a eu aussi une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Selon elle, la communauté internationale ne relâche pas avec le soutien à la RDC pour le retour de la paix. C'est un reportage d'Éric Izami et Guy Mawissi.
L'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Mary Robinson, a sillonné les différents bureaux des autorités RD congolaises et elle a été mercredi chez le président Obem Minaku de l'Assemblée nationale. Elle apporte un message très clair. Le Parlement, c'est au centre du processus démocratique dans chaque pays. Et nous voulions nous informer sur les consultations nationales qui va commencer le 7 septembre. Mais aussi, le message que nous avions, c'était un message très clair, que la communauté internationale, avec mon frère Martin Kobler, représentant spécial, avec le sénateur Ross Feingold, envoyé spécial des États-Unis, avec le coordonnateur de l'Union européenne, M. Verweke, nous sommes d'accord que c'est très important que la voix internationale est claire et que nous sommes engagés, que nous sommes déterminés, que nous sommes mobilisés pour la paix durable dans ce pays. Les Nations Unies, par elles, déclarent être engagées pour le retour de la paix en RDC. Et j'espère que l'M23 va déposer des armes et finir avec le conflit. Mais maintenant, je crois qu'il y a une fenêtre pour la paix et il faut le suivre, surtout demain au sommet à Kampala. Nous allons ensemble, nous quatre. Il y a aussi l'ambassadeur Diarra, le représentant de l'Union africaine, qui est un des groupes et il est déjà à Kampala. La paix reviendra-t-elle réellement dans la partie est de la RDC à partir des différentes recettes proposées? L'avenir le dira. Mais le SAGE propose à la République démocratique du Congo de former ces jeunes pour recréer une armée réellement nationale et véritablement professionnelle. Après l'Assemblée nationale, Mary Robinson s'est dirigée au ministère des Affaires étrangères où il s'est entretenu avec Célestin Tundawa-Kassende, vice-ministre des Affaires étrangères. Patricia Amouli. Tournée à Goma, Mary Robinson et les ambassadeurs de l'ONU ont rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères ce 4 septembre dans la matinée. Nous devons canaliser nos énergies et nos intelligences vers le développement, vers le bien-être social du peuple congolais et non pas vers la violence, vers les conflits. Donc, Madame Robinson, qui est déjà connue par notre peuple, est venue également avec ce message. Et je crois qu'il a pris l'engagement de véhiculer ce message à Kampala, de véhiculer ce message à travers toute la communauté internationale, que le peuple congolais a besoin de la paix. La communauté internationale vraiment s'engage cette fois. Nous sommes très sérieux en soutenant ce pays et la paix durable qui est nécessaire sous l'accord cadre. Et nous nous intéressons beaucoup dans les consultations nationales qui se tiennent place le 7 septembre ici, à Kinshasa. Et nous voulons vraiment que ça va marcher bien. Ces hôtes de la République démocratique du Congo vont prendre part au sommet de Kampala avec un message de paix dans l'est du Congo démocratique. L'envoyé spécial de l'ONU a redit la volonté de la communauté internationale de soutenir la République démocratique du Congo. C'était avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Suivez. Mary Robinson, avec les envoyés spéciaux de l'Union européenne et des États-Unis pour les Grands Lacs, est venue redire au Premier ministre que la communauté internationale est engagée et que nous avons un message très simple. Il faut la paix durable pour ce pays et surtout pour l'Est de l'RDC. Et du Nord Kivu, il en était aussi question avec la délégation de l'AFEC de cette province. La guerre ruine son économie. Matata Ponyo a fait part des projets qui vont être mis en place pour appuyer le secteur privé. Et toujours dans le secteur privé, le chef du gouvernement a échangé avec le directeur général d'Air France Afrique, Franck Lègre, sur l'appui pour une compagnie aérienne des lignes intérieures en RDC. Eh bien, il a été question de la participation d'Air France à la construction d'une compagnie intérieure en RDC. Le Premier ministre a souligné combien il valorisait le partenariat entre la France et la RDC et il souhaite que Air France puisse s'impliquer dans cette création de compagnies domestiques. Et avez-vous identifié déjà les sites ou plutôt les provinces à desservir
Si oui, combien ou l'ensemble du pays? Alors, vous avez posé de bonnes questions, mais c'est un peu trop tôt pour vous répondre. On est juste pour nous, de notre côté, à l'étude préliminaire. Des travaux ont déjà été faits, et le Premier ministre nous l'a indiqué. Donc, on va très rapidement désigner un expert de notre côté pour travailler et accélérer sur ce dossier. La volonté du Premier ministre, c'est que cette compagnie puisse démarrer à la fin de l'année ou au premier trimestre de l'année prochaine. La RDC est le deuxième pays d'Afrique en superficie après l'Algérie. Avec 2 345 409 km², le transport aérien est capital. D'autre part, le chef d'État de la région de Grand Lac se retrouve ce jeudi 5 septembre 2013 à Kampala, capitale de l'Ouganda. Ça sera l'occasion du 7e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il sera sûrement question de la guerre qui sévit au Nord Kivu. C'est une analyse et un commentaire de James Katambwa et Anne-Marie au site. L'accord cadre de paix et de stabilisation de la région de Grand Lac, signé en février dernier par 11 pays africains, n'est toujours pas respecté par certains signataires. Pour rappel, cet accord interdit aux signataires de soutenir les groupes armés dans la région, mais voilà que les autorités congolaises et l'ONU continuent d'accuser le Rwanda de soutenir le rebelle du M23. Le 7e sommet extraordinaire de la CIRGL qui s'ouvre ce jeudi 5 septembre à Kampala est donc une occasion propice pour Kabila de faire entendre sa voix face à Kagame. Même Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, reçue par le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a promis de parler franchement au président rwandais à ce sujet. Je crois que quand je suis à Kigali, je vais parler aux autorités à Rwanda sur les impressions que j'ai des perceptions à Goma hier et avant-hier. Et je crois que comme envoyé spécial, je vais essayer de parler très franchement et très directement. Et je crois que c'est très important maintenant qu'on trouve un moyen d'aller en avance au niveau politique. Quelques observateurs craignent que les armes parlent à nouveau pendant cette rencontre de haut niveau, une manière pour les rebelles de faire entendre leur voix aux participants à ce 7e sommet. Le rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies et la presse de ce mercredi 4 septembre 2013 s'est plus focalisé sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole militaire est revenu sur le bombardement du M23 dans les localités de Kibati et Kibumba. Le reportage est de Nadia Koulanfouka et Pepito Matondo. Cette conférence de presse s'est tenue conjointement à Kinshasa et Goma ce mercredi 4 septembre 2013. En effet, lors de l'exposé, les porte-paroles militaires de la MONUSCO, le lieutenant Félix Prosper Bass, a brossé la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays. Il a mis l'accent sur les calmes observés ces derniers temps à Goma, après les récents bombardements à Kibati et Kibumba. Autre chose évoquée, c'est le retour de la population civile fuyant la guerre mais escortée sous sa demande par les M23. Effectivement, ce convoi qui avait été bloqué par le M23 dans le territoire de Rutshuru pendant des jours, la MONUSCO qui s'est proposé d'escorter ce convoi, mais c'est plutôt les commerçants qui ont voulu payer le M23 pour être escortés, mais pas jusqu'à Goma, parce que vous savez que le M23 ne contrôle que le Rutshuru et un peu jusqu'à Kibumba. Donc effectivement, cette escorte a bel et bien lieu moyennant de l'argent que ces gens ont bien voulu payer pour aller plus vite ou pour d'autres raisons, je n'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que, effectivement, c'est le M23 qui les a déplacés jusqu'avant Kibumba. Ainsi donc, la MONUSCO soutient dès ce fait le travail abattu par la brigade d'intervention aux côtés des FARDC. Vous semblez toujours oublier que la MONUSCO est là pour appuyer les forces de défense et de sécurité congolaises. Mais, a priori, on fait porter le chapeau à la MONUSCO, ce que nous acceptons. Et de bon cœur, parce que nous sommes là pour nous engager auprès des populations civiles. Du 2 au 3 septembre à Goma, Martin Kobler et Mary Robinson ont visité les blessés de guerre à l'hôpital Hill Africa afin de leur apporter soutien et réconfort. Coopération RDC-USA, le Centre africain pour les études stratégiques,
a organisé ce mercredi 4 septembre un symposium sur la réforme du secteur de la sécurité et la gestion des ressources en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son programme de sensibilisation thématique TOPS. C'était au Cercle EALIS. Mami Tambou et Safi Maléou. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Conscient de cette réalité, près de 50 participants, parmi lesquels des anciens du Centre africain pour les études stratégiques, des officiers de l'armée et de la police, la société civile, les parlementaires ainsi que le corps diplomatique, tous ont réfléchi sur la redynamisation du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, la gestion de ressources de la réforme des sécurités d'une manière concrète. Le représentant du chef d'état-major de la force terrestre, le général de brigade en retraite Ounion Péou Médard, a fait part du souhait du gouvernement à l'issue de ces symposiums thématiques. La réforme du secteur de sécurité qui a été engagée, ça fait depuis pas mal d'années. Nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour faire aboutir ce projet de réforme du secteur de sécurité qui est capital pour le développement de notre pays. Mais c'est un programme du gouvernement avec nos partenaires privilégiés. Bon, ça fait partie du programme du gouvernement et sa mise en œuvre, je crois, ça me souffre de pas d'atermoiement possible. Il y va de la vie de notre pays. Ce symposium a offert un vrai cadre pour faire avancer le dialogue sur les questions sécuritaires. Concertation nationale, une délégation de 7 députés conduite par l'honorable Serge Mayamba a rencontré hier mardi le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, membre du Présidium. C'était dans le but d'obtenir des informations fiables quant à l'organisation de ces forums. Nora Olondo Iloa, Guimawesi. Les jours qui restent pour les débuts des travaux des concertations nationales sont à compter. L'UDPS entre dans la danse avec le député Serge Mayamba et sa délégation qui ont rencontré Léon Kengo-Adondo, président du Sénat et du Présidium. Il était question pour nous de dire au président du Sénat que l'UDPS n'avait pas pris part aux travaux préparatoires dans le cadre du groupe de contact et qu'il était important pour que les informations sur ce travail qui a été fait soient mises à la disposition des députés UDPS. Qu'en est-il des autres membres du groupe? Il s'agit là d'une contradiction regrettable qui est tout simplement le fait de la confusion que certains collègues députés entretiennent. Serge Mayamba invite tous les Congolais à faire confiance à leurs représentants et souhaite que les concertations aboutissent à la cohésion nationale. Les Congolais qui ont des idées sont appelés à les donner à leurs représentants que nous sommes pour que nous puissions démêler leur porte-voix, les défenseurs de leurs intérêts. L'UDPS étant un parti important de l'opposition, il est primordial qu'ils prennent part aux travaux. Je dois bien travailler pour faire la fierté de ma famille politique et celle de tous les Équatoriens, dixit Louis-Alphonse Koya-Diallo lors de la matinée politique organisée dernièrement avec tout le président provincial de partis politiques de la majorité présidentielle à Mbandaka. Le gouverneur de la province de l'Équateur a saisi cette opportunité pour appeler le fils et les filles de sa province à l'unité. C'est un reportage de Solange Kwale Pembele. Ils étaient nombreux à prendre part à cette matinée politique. Il s'agit donc des présidents provinciaux et membres des partis politiques de la majorité présidentielle basés à Mbandaka. Ces derniers ont livré au gouverneur Louis-Alphonse Koya-Diallo, un de leurs, les mots qui freinent le bon fonctionnement de la famille politique chère au président Kabila, notamment le manque de collaboration entre les différents partis, manque de coordination des actions et surtout l'absence d'un siège. Après avoir pris acte de tous ces désidératas, Louis-Alphonse Koya-Diallo a prôné l'unité, gage de tout succès. J'ai communiqué avec ma base tout à fait naturelle, qui est la famille politique du chef de l'État, pour les transmettre des messages de partenariat autour de l'idéal que nous prône le président de la République, l'autorité morale de la majorité. Un message qui a rencontré l'assentiment de ses interlocuteurs. Ça a été une très bonne entrevue. Le gouverneur est comme Josué. Je crois que si vous voyez bien l'histoire de Josué, l'histoire est répartie en 3 parties. Il y avait la conquête,
de la terre promise, et puis il y a aussi la répartition des terres et la faim. Et maintenant, je crois que nous avons combattu, nous avons conquis la terre promise. Le gouverneur est là, comme Josué. Maintenant, il est en train de répartir et faire son programme. Et il y aura toujours l'intervention de Dieu pour que le programme réussisse. On est ravis de joie parce que ce que nous attendions est arrivé. On a eu les gouverneurs géants dans une province géante, dans un pays géant. Et nous saluons vraiment, nous sommes flattés par son programme, son attitude et sa façon de parler, sa façon de convaincre. Appelé affectueusement Nouvel Espoir de l'Équateur, Louis Alphonse Kouya-Gallo promet de rester à l'écoute de tous les fils et filles de sa chère province. Et puis le gouverneur Louis Alphonse Kouya-Gallo a échangé la semaine dernière avec les opérateurs économiques de la province en général et des Mbandaka en particulier. Cette rencontre de prise de contact leur a permis de parler des difficultés auxquelles font face la FEC et la COPEMECO dans la dite province, en l'occurrence des tracasseries policières et administratives ainsi que l'existence des taxes fantaisistes, une fois de plus, Solange Kwale Pembele. Louis Alphonse Kouya-Gallo, gouverneur de la province de l'Équateur, attend voir tous les fils et filles de sa province jouer leur partition pour le redémarrage de l'Équateur. C'est dans cette optique qu'il a appelé autour de lui les différents opérateurs économiques regroupés au sein de la FEC et la COPEMECO pour parler de ce secteur important dans le cadre du programme de développement de cette partie du pays. Le hôte du gouverneur Louis Alphonse Kouya-Gallo ont saisi cette opportunité pour évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il s'agit en gros de l'absence de crédit et des marchés, de l'insécurité, sans oublier l'excès de taxes. Conscient de toutes ces difficultés, le gouverneur Louis Alphonse Kouya-Gallo, qui met quotidiennement en place des stratégies pour le décollage de sa province, a exhorté les opérateurs économiques à plus de dynamisme. J'attends de ma province un dynamisme tout autant spectaculaire que le dynamisme qui se manifeste au Kasaï, qui se manifeste chez les Banandais, compatriotes des Banandais, qui n'attendent pas que tout arrive comme la manne qui tombe du ciel. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas pour ne pas faire preuve de ce même dynamisme? Il ne faut pas attendre le comptant. Il y en a peut-être à l'Équateur. Il ne faut pas attendre l'or et les diamants. Il y en a à l'Équateur. Mais nous avons ce qui est dans nos mains. Les produits agricoles, notre riz, notre maïs, nos arachides, le manioc. Pourquoi nous n'arrivons pas à construire le poisson, soit dit en passant, à construire notre province grâce à cela. Pour mieux analyser les voies de sortie, le gouverneur de la province de l'Équateur, dont les réponses ont rencontré les préoccupations de ses interlocuteurs, a promis l'organisation d'un forum dans un avenir très proche. Nous sommes toujours dans la province de l'Équateur où le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS a remis du matériel roulant, des médicaments, de frigos solaires, du matériel informatique aux équipes sanitaires de cette province. Dans de la Banque mondiale, le matériel est destiné à renforcer la conservation et l'acheminement de vaccins à la province ainsi que la détection de la malaria. Polydor Gaziemi. Renforcer la capacité de prise en charge des malades et faciliter la conservation et l'acheminement des vaccins dans les différents points de vaccination. Voilà les raisons qui sous-tendent ce don de la Banque mondiale remis au gouverneur de la province de l'Équateur par le coordonnateur du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS. Il s'agit de 6 Jeep 4x4, 1206 vélos, 7800 tests de diagnostic rapide de la malaria, des chaînes de froid pour la conservation des vaccins et des équipements informatiques. Nous les avions acquis à travers donc, le financement de la Banque mondiale et c'est approvisionné par des firmes internationales, mais nous tenons à ce que les prix soient le plus accessibles possible. À titre d'exemple, ce produit rendu à Kinshasa coûte $3.
nous tenons à ce qu'à Bondé, on ne puisse payer que 100 francs congolais pour que la population puisse y avoir accès. Dans leurs différents discours, le ministre provincial de la Santé et le coordonnateur du PARS ont appelé les bénéficiaires à une bonne gestion du matériel reçu. Avec ce financement de la Banque mondiale, nous tenons à ce que tout le monde puisse y veiller et qu'on gère ça en bon père. Nous vous promettons qu'une évaluation régulière s'en suivra afin d'apprécier vos performances. Organisée devant le bâtiment du gouvernorat de l'Équateur, la cérémonie a eu un seul temps fort, la remise des clés de contact au gouverneur. Après les avoir reçus du docteur Jacques Wangata, ce dernier les a à son tour remises au ministre provincial de la Santé à destination du numéro 1 du programme élargi de vaccination de l'Équateur. Ici est de noter que ce don est destiné aux équipes sanitaires. Quant aux vaccins particulièrement, ils ont été donnés dans le but d'éviter la rupture de stock pendant l'année. Retour à Kinshasa où les spécialistes de la chirurgie pratique plastique de la République démocratique du Congo et de la France ont échangé sur leur discipline et partagé leurs expériences. C'était à l'occasion du 2e congrès des chirurgies plastiques tenu du 2 au 3 septembre 2013 à l'hôtel Memling. Un reportage de Jean-Louis Massekama et Mathieu Ngadibovi. La chirurgie plastique, plus une question seulement occidentale, mais un domaine qui prend de l'ampleur en Afrique. Difficile de changer un calendrier international. Le 2e congrès des chirurgiens plastiques a bel et bien eu lieu les 2 et 3 septembre 2013 à l'hôtel Memling, malgré la grève des médecins. Ces derniers ont répondu nombreux présents. La Société de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique du Congo a tenu à son rendez-vous. Cela a été possible grâce au parrainage de la Société de chirurgie plastique correspondante de France. Mais c'est surtout grâce à la détermination de l'Alliance des femmes pour les rencontres intellectuelles en Afrique que ce 2e congrès a eu lieu. Les échanges ont porté sur une mise à jour des connaissances, un partage d'expériences et surtout sur les innovations et erreurs à éviter. L'abattoir public de Massina est le premier abattoir de la RDC et l'unique à Kinshasa, créé depuis 1959. Il connaît certaines difficultés dans son fonctionnement. En ces jours, il est géré par Flavien Kui Moussouri, directeur général AI. Suivez ce reportage d'Afrika Mujinga et Juzen Belebele. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier abattoir, sur la route Petro-Congo, dans la commune de Massina, cet abattoir public est opérationnel depuis 49 ans. Pour commencer, il faut égorger la bête. Après, c'est le dépouillement partiel, suivi de l'ouverture de la cavité abdominale, bien avant d'enfondre la bête verticalement. La 2e étape consiste à éviscérer la bête, la scinder et cette viande doit être inspectée par le médecin vétérinaire. On passe du prélèvement du poids de la viande par les services provinciaux de l'économie. Enfin, elle peut être livrée à la boucherie. Que pense le numéro 1 de cet abattoir, Flavien Kui Missouri? Consommer la viande qui provient de l'abattoir, c'est une viande qui est inspectée par des services appropriés, de qualité, des inspecteurs vétérinaires, tandis que des viandes qu'on abat dans des cités, ce sont des bêtes qui n'ont pas été inspectées. C'est-à-dire, on peut avoir des conséquences à la longue si vous consommez la viande qui est abattue dans des cités. Avec le projet d'avenir qu'on a, on va faire on va commencer à faire des charcuteries ici, donc tout ça. On a des projets. On est en train d'élaborer des projets pour faire tout ça, mais ce qui nous manque, ce sont des matériels adéquats. Il convient de rappeler qu'à l'abattoir public de Massina, on abat non seulement de bœufs, mais aussi toutes sortes de viandes pour n'importe quelle personne. Tout fournisseur est le bienvenu. Et nous allons terminer avec cette nouvelle triste. La levée du corps de la ministre provinciale du genre de la province du Bandundu a eu lieu ce mercredi 4 septembre, juste après son parti politique, le PPRD, lui a rendu un hommage mérité. Suivez ce reportage de Papi Kiatassi. L'émotion était en son comble le mercredi 4 septembre à la morgue de la clinique Galema. Gouverneur de la province du Bandundu, membre du gouvernement central, membre du PPRD, famille, amis et connaissances, tous étaient là
pour s'incliner devant la dépouille mortelle de la ministre provinciale de l'Agriculture, Développement rural, Genre et Famille et Enfants du Bandundu, Madame Marie-Léonie Ndundu Mini, décédée le 31 août 2013 des suites d'un accident de circulation sur la nationale numéro 1. Après la clinique Ngalema, le cortège funèbre a pris la direction de l'avenue Batetela, siège du PPRD, parti politique où la défense a œuvré. Tous à l'unanimité ont reconnu les valeurs politiques, morales et spirituelles de celles qui furent inexpectes dans la résolution des conflits. Léonide n'a dit au revoir à personne. Quel départ brutal, quelle rupture inattendue. Une mère, une épouse, une militante s'en va, sans avoir eu le temps de prévenir. Quel destin. Que feront tes enfants, Léonie, lorsque le soir venu, chaque enfant préfère entendre la voix rassurante de sa mère pour faire face aux aléas de la vie? À titre de rappel, Marie-Léonie Ndundu Mini est issue du territoire de Boulungu, dans la province du Bandundu. Elle fut respectivement députée provinciale et questeur provincial au sein de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Après Kinshasa, le corps de la défunte sera transporté de Bandundu-ville à Kikwit, où il sera inhumé ce vendredi 6 septembre 2013. Voilà, c'est donc sur cette note triste que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.